Ça fait 20 ans que je suis en couple avec le même homme, alors le désir fluctuant, je connais, à tel point que je me suis demandé si j'étais normale ou si on s'aimait encore. Alors, est-ce que le sexe, c'est le ciment du couple ? Et si on déconstruisait ce fameux mythe avec notre sexologue Céline ? Comment retrouver le désir ? Comment redonner un nouvel élan dans notre vie de couple après 5, 10 ou 20 ans ? C'est ce qu'on va discuter ensemble. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Libre, je ne veux plus tomber. Zéro filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Bonjour Céline. Bonjour Isaline. Bienvenue dans ce deuxième fois, c'est la deuxième fois que tu viens. Exactement. Aujourd'hui, on va parler du désir. On en avait parlé dans l'épisode où tu étais déjà venue, justement. Le désir, du coup, dans le couple de longue date. Et toi, ça fait combien de temps que tu es avec ton conjoint, Marie ? Ça va faire 20 ans. Comme moi, en fait. Ouais. Donc, tu connais aussi le désir fluctuant. Exactement. Ah oui, je le connais, le désir fluctuant. Ouais. Est-ce qu'on est normal, alors ? On est complètement normal. Mais c'est pas forcément ce que je me disais avant. Mais maintenant, j'ai bien compris qu'on était complètement normal. Parce que le désir fluctue chez tout le monde. Mais qu'est-ce que tu te disais avant ? Peut-être que j'avais un problème. Oui, moi aussi. Ouais. Moi, je me suis dit, je l'aime plus, ça y est, c'est fini. Exact, que j'avais un problème, mais pourquoi est-ce que je veux pas ça ? Et puis, on a pu déconstruire ensemble. Mais c'est vrai que quand même, je me disais, mais c'est pas possible, tout le monde a envie. Et puis, je me suis rendu compte aussi que tout d'un coup, j'avais envie à certains moments. Si tout d'un coup, il y avait une petite scène un peu olé-olé dans un film, ou si je lisais un bouquin où il y avait des passages un peu plus érotiques, je sentais que tout d'un coup, là, en fait, j'étais plus disposée. Et du coup, c'est vrai qu'avec ma formation, ça m'a permis de comprendre qu'il n'y a pas qu'un désir, en fait, qu'il y en a plusieurs. Ça, on en parlera après, mais tu as soulevé un truc intéressant, c'est que tu disais au début, là, mais tout le monde a envie. C'est vrai que moi, j'avais tendance à penser aussi, j'espère qu'on va justement libérer la parole grâce à ce podcast dans vos amis aussi, mais c'est vrai que moi, quand j'en parlais, tout le monde avait une vie épanouie, même à la limite, ils le faisaient vachement plus souvent que nous, donc je me sentais vraiment pas normal, ou alors dans le déclin au niveau du couple, parce que j'ai grandi, comme je l'ai dit en introduction, avec cette phrase, le sexe, c'est le ciment du couple. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est encore tabou ? Pourquoi on le parle pas ? On est adulte, quoi. Ouais, déjà, je pense que la sexualité, c'est tabou de manière générale. Ça veut dire que les gens, ils te racontent ce qu'ils veulent. Ça veut dire que, peut-être entre filles, j'imagine, par rapport à moi, avec mes amis, on aura tendance à quand même plus facilement se dire « Ah ouais, c'est plus dur, j'ai moins envie ces temps, ou on l'a moins fait, etc. » Mais entre gars, il n'y a jamais un gars qui va dire « Ah non, mais moi, je fais l'amour une fois par mois et ça me va super bien. » Parce que le jugement de l'autre, il va prendre beaucoup de place. Oui, puis du coup, est-ce qu'il y a une notion de réussite, je sais pas comment dire, de performance. Ouais, clairement, je pense qu'il y a c'est d'ailleurs une pression qui est très présente chez les hommes, qu'on minimise parfois un peu, et pour laquelle ils peuvent beaucoup souffrir. Il y a cette pression de performance, d'avoir envie, de vouloir justement avoir tout le temps que le sexe est vraiment leur ciment dans le couple. Et ça, c'est une phrase que j'entends beaucoup, que je déteste, qui n'est pas vraie. Je le répète, qui n'est pas vraie. Et ce que je dis toujours, c'est que c'est pas le sexe qui est le ciment du couple, c'est la connexion émotionnelle et l'intimité, qui est une partie importante d'un couple. Mais il y a des couples qui auront une relation sexuelle une fois par mois, mais extraordinaire, et que ça ira très bien pour eux de vivre ça comme ça. Et d'autres couples qui feront peut-être l'amour une fois tous les 2 jours, mais c'est bof, quoi, c'est sympa. Et à l'inverse, il y aura des couples qui feront peut-être l'amour tous les jours et ça ira très bien pour eux, et d'autres qui auront peut-être même plus envie et qui vivront en fait cette connexion émotionnelle autrement que par la sexualité. Et ça, c'est aussi difficile. Il faut penser qu'il y a des gens qui se sentent pas normaux parce que justement, la norme, c'est plutôt d'avoir envie de faire l'amour de manière régulière. D'ailleurs, au cabinet, je l'entends souvent. Ouais, vous voyez, là, ça fait quand même 2 semaines. Là, ça fait quand même 3 semaines. Et des fois, je pense à moi et je me dis, ouais, c'est rien du tout, quoi, 2 semaines. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est qu'en plus, pour sortir de ça, c'est pas facile, pour sortir de ce regard-là. Parce que qui a dit qu'il fallait faire l'amour tant de temps ? C'est ma question. Ouais. C'est quoi, en fait, un rythme normal ? Enfin,
Ça va dépendre de chaque personne. Il n'y a pas de réponse juste à ça. C'est un rythme qui nous convient. Maintenant, c'est aussi pourquoi on a des relations sexuelles. C'est ça aussi. Ah, c'est une très bonne question. Ouais. Ouais. Pourquoi on a des Pourquoi ? Il y a certaines personnes, peut-être que c'est pour le lien, pour créer un lien. D'autres, c'est pour partager un plaisir. D'autres, ça pourrait pour se sentir désiré, se sentir aimé. Du coup, ça peut être aussi une problématique à se poser la question après. Pourquoi j'ai besoin de ce sexe pour créer le lien d'attachement ? Et puis d'autres, ça peut être pour la liberté, pour s'évader un peu du quotidien, comme un peu un grand bol d'air. Mais en même temps, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Mais quand tout d'un coup, c'est pour une raison qui n'est pas sociétalement acceptable, ça va être difficile de pouvoir le verbaliser. Et puis, pour autant, en plus, que son partenaire ou sa partenaire soit à l'écoute de pourquoi on n'a pas l'envie. Mais est-ce que c'est, juste pour revenir sur pourquoi mon désir, il s'en va, est-ce que c'est inévitable que ça s'estompe ? C'est inévitable que ça fluctue. Ok, donc ça, c'est aussi un deuil qu'on doit faire, parce que je pense que tu as grandi comme moi avec ces séries et ces films où tout va bien. Tout va bien, tout le monde s'aime tout le temps. Tout le monde se désire. On a notre cerveau qui a été, j'aime bien employer le mot matrixé. Oui, exactement. Du coup, il faut déconstruire et faire le deuil d'une relation qui est tout le temps plate. En fait. Ouais. Arrêtons de romantiser les relations. C'est ça. Ça fluctue, quoi. Ça fluctue. Ça peut fluctuer pour plein de raisons, mais ça peut être justement, comme on a pu en parler la dernière fois dans notre podcast par rapport au postpartum. Ça peut fluctuer parce qu'il y a peut-être une maladie. Ça peut fluctuer parce qu'on est stressé au travail. Ça peut fluctuer parce que les enfants vont pas bien. Il y a plein de raisons qui font que ça fluctue. Après, il y a c'est clair que statistiquement, il y a peut-être chez les hommes un désir qui est plus spontané. D'ailleurs, c'est souvent ce que j'entends aussi. Ah, mais on dirait que mon mari il a toujours envie, que lui, il est jamais perturbé. Et puis, parce que peut-être justement, la raison, qu'est-ce qu'il cherche dans le sexe, c'est tout d'un coup un moment, comme je disais, de liberté ou pour s'échapper un peu du quotidien. Et que du coup, ils ont trouvé une réponse là-dedans. Et après, on peut trouver cette réponse-là dans le sport aussi, par exemple. En termes de libération hormonale, je n'essaie pas de mettre à même niveau, mais en termes hormonal, de faire une activité sportive qui est très poussée, ça peut aussi libérer des endorphines, ça peut aussi libérer de la dopamine qui fait que je me sens bien après. D'ailleurs, généralement, si on fait une séance de sport assez poussée, on se sent très bien après. Après, justement, si c'est plutôt le lien que je cherche, c'est sûr que s'il n'y a pas ce lien, je vais me sentir peut-être délaissée, je vais me sentir peut-être un peu abandonnée. Ça peut réveiller d'autres blessures aussi chez soi. Et puis du coup, c'est important de communiquer, pouvoir dire je me sens abandonnée ou j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui est coupé entre nous et puis de pouvoir construire ça. Mais du coup, est-ce que c'est la baisse de désir, est-ce que c'est vraiment un problème au sein du couple ? Si c'est bien pris, si c'est bien discuté, je ne pense pas que c'est un problème. Je pense que ça peut être une difficulté à traverser parce que tout d'un coup, il y a un écart qui se met en place entre les deux, dans les attentes par rapport au désir. Mais si on peut discuter, si on peut recréer un lien, je pense que ça peut être quelque chose qui peut faire ressortir le couple plus grand par rapport au regard qu'ils ont sur la sexualité. Et encore une fois, c'est vraiment cette notion de souvent, c'est pas le sexe qui manque, mais c'est vraiment cette connexion intime. Parce que le cercle vicieux qui se met en place, c'est aussi le même qu'on avait déjà abordé. C'est vraiment j'essaye d'éviter au maximum si l'autre vient me proposer des choses. Là, le mécanisme, il se met en place pareil. Sauf qu'il n'y a plus d'enfants petits, mais il y a d'autres choses qu'on a pu tester qui fonctionnent bien. Mais moi, j'ai encore l'impression que justement, il n'y a que moi qui me pose ces questions-là dans mon couple et qui met le doigt sur le fait du rythme sexuel. Donc, c'est un peu comme si ça rajoutait de la charge mentale ça me rajoute de la charge mentale, en fait. Sauf que on pourrait la dénommer comme la charge mentale sexuelle. Comment on pourrait faire pour... comment tu l'expliques déjà ? Pourquoi c'est que moi qui m'en occupe de cette réflexion, tu as l'impression plutôt que c'est toi ? Parce que comme c'est toi qui as le désir le plus bas, automatiquement, tu as l'impression, en tout cas, ce qu'on te fait comprendre, c'est que c'est toi qui as un problème. C'est-à-dire c'est toi qui as un problème à régler, puisque sociétalement, la norme, c'est qu'on ait envie souvent, et du coup, ton mari, il est dans la norme. Et toi, tu n'es pas dans la norme. Ce qui est erroné, parce qu'au final, la norme, elle dépend de chaque personne. Elle a été posée par une personne à ce moment-là. Sûrement sûrement deux. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que... et à l'inverse, des fois, quand on discute avec d'autres personnes, il y a des femmes qui ont souvent très envie. Ouais. Je reçois aussi des hommes qui ont, eux, un désir qui est moins important que leur compagne. Ça arrive aussi. Et du coup, c'est encore autant difficile parce que justement, il y a toutes ces notions de performance, de je ne suis pas un vrai homme, puisque je n'ai pas autant envie. Tu vois ? Donc, en vrai, c'est de ne pas se comparer aux autres et arriver à se dire, en fait, nous, qu'est-ce qu'on aime dans notre sexualité ? Pourquoi on a envie d'avoir des relations sexuelles ? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça corresponde à ce qu'on aime ?
Moi, personnellement, dans les relations intimes, je préfère avoir moins de relations intimes où je peux me donner pleinement et puis où on arrive à partager du rire, du plaisir, puis que c'est vraiment l'unité de mesure, c'est est-ce qu'on a eu du plaisir, plutôt que me dire, il faudrait que j'y régule et puis qu'il y ait une routine qui se mette en place et puis qu'en fait, c'est faire pour faire, par exemple. Maintenant, je trouve dommage aussi parce que la sexualité, avant tout, ça devrait être un jeu. Mais il y a tellement eu d'évolution dans la sexualité. Au départ, pour nos arrière-grand-mères, grand-mères peut-être encore, la sexualité, c'était pour la reproduction. Il n'y avait pas de notion de plaisir. On ne partageait pas une relation sexuelle juste pour le plaisir. Ça s'est un peu libéré aussi vers mai 68. Tout d'un coup, on a commencé à se rendre compte qu'on pouvait prendre du plaisir. Et puis, peut-être certaines personnes sont allées un peu loin là-dedans en ayant tous les risques qui peuvent aller avec. Et puis maintenant, il y a un peu les discours qui flottent un peu sur les gens. Et puis, c'est difficile de se positionner en se disant, moi, qu'est-ce que je veux vraiment ? Et puis, de se dire, en fait, moi, ce que je veux, ça ne correspond pas à ce que la société me propose. Est-ce que c'est OK pour moi que je le fasse différemment ? Est-ce que même mon inquiétude de est-ce que je l'aime encore, est-ce qu'elle est légitime ou pas ? Oui, je pense qu'elle est légitime. Parce que justement, encore une fois, comme tu l'as bien dit, dans les films, dans les livres, souvent, quand tout d'un coup, il y a ce moment où enfin ils se rencontrent, et j'adore ces films en plus, Mais moi aussi, de Noël et tout sûr, ça, mais... quand ils se rencontrent enfin et puis qu'ils se partagent leur amour, souvent ça finit en relation sexuelle. Et du coup, c'est associé au fait que quand on s'aime, on a envie d'avoir des relations sexuelles. Et c'est pas une fausse pensée. Quand on s'aime, on a envie de partager le corps l'un à l'autre. Mais on n'est pas obligé de partager le corps dans un schéma préliminaire, mot que je n'aime pas non plus, pénétration, douche, quoi. Douche clope. Non, on n'est pas obligé de faire ça comme ça. Douche réseaux sociaux, C'est actuellement. ça. On n'est pas obligé, en fait, de faire comme ça. On pourrait très bien se dire, on fait que la douche, ou on fait que la partie, entre guillemets, préliminaire, ou on fait que la pénétration. On pourrait, en fait, faire de plein de manières différentes. Mais, du coup, comment je fais ? Alors, je suis dans un état où ça fait 20 ans que je suis avec mon mari. On a eu des enfants, ça fluctue. Voilà. En plus, maintenant, j'ai bientôt 40. Ouais, je vais plus sur mes 45 que sur mes 35. Du coup, la ménopause, le changement hormonal. Comment je fais pour entretenir ce désir ? Déjà, je pense que ce qui est important, c'est de connaître qu'il n'y a pas qu'un seul désir. Oui, ok. D'accord ? Ça veut dire que dans les films, dans les livres, le désir qui est mis en avant, c'est un désir qui est très spontané. Je te vois, je te veux. C'est vraiment ce désir qui est mis en avant. Ce désir qui peut être présent, en tout cas, qui est présent statistiquement plus chez les hommes. D'accord ? Mais est-ce qu'on l'a, nous, Oui, les femmes l'ont aussi, mais proportionnellement, c'est plutôt les hommes. Okay. Mais c'est vrai que c'est un désir, par exemple, si tu essayes de te rappeler au tout début de ta relation, qui pouvait être présent. D'ailleurs, souvent, les gens, ils me disent toujours « Ah, mais moi, j'aimerais bien que ça revienne comme au début. » Mais en fait, au début, il y a déjà le côté lune de miel, il y a ce désir spontané qui est très présent. Et puis, du coup, c'est un désir vraiment... il n'y a pas besoin particulièrement d'un contexte particulier pour que j'ai envie d'aller vers l'autre. Et puis, il y a ce désir qu'on appelle réactif, qui vient en réaction à quelque chose. Et en tout cas, la majorité des femmes que je reçois au cabinet, elles ont un désir qui est plutôt réactif. Moi, je pense que j'ai un désir qui est plutôt réactif aussi. Ça veut dire que j'ai besoin qu'en termes de contexte, que ça soit interne ou externe, il y ait quelque chose qui soit mis en place pour que je me sente le mieux possible pour y aller. D'accord ? J'aime bien comparer comme ça. Si on imagine, le désir spontané, c'est les voitures à essence, et le désir réactif, c'est les diesels. Il y a besoin de chauffer, en fait, la machine pour qu'après, je me sente bien. C'est pour ça que je te disais au début, tout d'un coup, quand je vois un film où il y a une scène un petit peu érotique ou comme ça va titiller déjà un petit peu mon désir. Si après, mon mari vient, il me fait un bisou dans le cou, tac, ça va beaucoup plus facilement réveiller la flamme que s'il me prend un froid, si on veut. Tu vois ? Et du coup, déjà, quand on comprend comment notre désir il fonctionne, je trouve que ça aide déjà à se dire en fait, c'est pas que je suis pas normale, c'est juste que moi, j'ai un désir qui est pas pareil que mon partenaire. Il y en a deux types, alors. Il y a ces deux types de désirs. Ouais. Et Comme... du coup, quand on comprend, on peut arriver à se dire, OK, typiquement, parce que j'aime pas dire la problématique, mais le questionnement, il se fait plutôt quand on a un désir réactif, parce que quand celui qui a le spontané, normalement, son désir, il passe partout, quoi. Ouais, voilà. Comment on fait ? Si tu veux, je peux prendre un petit exemple qui est tiré d'un livre super de Émilie Nagoski, qui est une thérapeute aussi, qui explique un peu par rapport à une fête. D'accord ? Tu es invité à un anniversaire d'un copain à toi, tu te réjouis d'y aller. OK ? Tu es vraiment hyper contente, c'est dans 1 mois, 2 mois, tu es hyper contente, tu te réjouis, tu choisis une tenue, tu es prête. Le jour arrive de l'anniversaire, tu es sur ton canapé, et là tu te dis, purée, il faut que j'aille à la fête aujourd'hui, j'avais oublié. Et là tu dois sortir, il faut que je me prépare, que je me douche, que je me maquille. Tu sens que c'est lourd, mais par contre tu sais que quand tu seras à la fête,
Il y aura tous tes amis, tu vas t'amuser, ça va être super. Il y aura à manger, il y aura à boire, ça va être vraiment un chouette moment. Le passage du canapé à je me prépare, Oui, c'est très ça. visuel pour moi, Tu ça vois me parle beaucoup. c'est ce passage-là qui est complexe. Et dans le désir, c'est pareil. De j'ai pas très envie à je pourrais avoir envie, bah c'est ça le travail du couple qui est hyper intéressant. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu as envie? En sachant qu'il y a peut-être une chose qui fonctionne une fois et qui ne fonctionne pas la deuxième fois. Ça, c'est un peu des fois le petit bémol que je peux mettre aux hommes, c'est que dès qu'il y a un truc qui fonctionne, ils se disent j'y vais à fond, 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 fond. J'ai déjà eu le cas dans des patients, tout d'un coup, un jouet sexuel fonctionnait, alors il avait acheté plein de jouets. Mais ça, c'est pas forcément le cas. Ok. Mais du coup, c'est arriver en tant que... Bah là, tu peux le faire individuellement déjà. Se dire, OK, il y a des éléments qui peuvent accélérer mon envie d'avoir une relation sexuelle et il y a d'autres éléments qui vont freiner ça. D'accord? Et du coup, arriver déjà à mettre la main dessus, à se dire, OK, c'est quels éléments? Bah, typiquement, je te prends les hormones, par exemple. Parfois, le fait d'avoir ces règles, ça va te freiner et dans le cycle menstruel, et parfois, dans le cycle menstruel, ça va te donner plus envie. Il y aura des moments où tu as plus envie. Oui. Et d'arriver à pouvoir observer ça. Par exemple, peut-être que la charge mentale, c'est un frein qui est très important chez beaucoup de femmes. Et à l'inverse, peut-être que de passer du temps à jouer avec ton mari ou à faire des activités ou construire quelque chose ensemble, bah, ça va te donner plus envie. Et après, c'est dire, OK, sur quel point je peux avoir un impact pour faire élever ou diminuer les freins et augmenter les accélérateurs. Mon mari dit souvent en riant que si les hommes veulent retrouver une vie sexuelle, ils devraient s'occuper de la charge mentale, vraiment. Oui, en tout cas, se libérer de ça. Mais encore une fois, si la femme qui a la charge mentale ne verbalise pas qu'elle a besoin d'aide, Ah oui, c'est difficile après. on part toujours Ouais, du même c'est ça. constat, de communiquer, en fait. Il faut Oui. l'extérioriser, en fait. Oui, exactement. Comment on pourrait identifier et puis reconnaître que ça ne va pas? Si justement, moi, j'ai mon désir qui baisse, qu'est-ce que l'autre peut faire ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce que c'est difficile de... Avant que tu m'en parles, je ne connaissais pas que j'avais deux sortes de désirs, par exemple. Ouais. C'est difficile, tu as raison. Et c'est vrai que c'est souvent quand il y a... Les gens, en tout cas, que moi, je vois, c'est principalement à partir du moment où il y a eu... En tout cas, qu'ils ont jugé qu'il y avait une trop longue période sans sexe pour qu'ils se soient venus en disant « j'ai un problème ». Tout d'un coup, on n'a pas fait l'amour depuis 6 mois. Je pense qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas normal de ne pas avoir fait l'amour depuis 6 mois. Donc, c'est en général là que les gens ils viennent consulter. Encore une fois, il y a plein de podcasts sur le sujet, il y a plein de comptes Insta qui sont super, il y a plein de livres, d'ailleurs, je te les recommanderais, là-dessus, pour arriver à avoir un autre regard. Mais ça doit être une construction qui se fait aussi dans le couple. Parce que c'est clair, encore une fois, si le partenaire ou la partenaire, elle se dit « moi, j'ai pas de problème », et puis que c'est toi qui as un problème, tu n'as qu'à régler ce problème, ça, au bout d'un moment, ça ira pas. Parce que, encore une fois, on est dans une injonction de se dire « je dois régler quelque chose ». Et ça prend du temps de régler quelque chose. Parce que ça veut dire qu'on doit se questionner sur son désir, qu'on doit se demander qu'est-ce que je peux changer. Puis si je change certaines choses, puis que ça ne s'améliore pas, puis j'ai toujours pas envie, pourquoi? Quand il y a un problème, et ça je le répète vraiment, quand il y a un problème de sexualité dans un couple, il n'y a pas qu'un qui est fautif. C'est forcément la dynamique du couple qui est un peu bancale, et puis c'est pour ça qu'il y a une problématique. Mais qu'est-ce que tu as à dire sur le fait qu'on dit que le sexe, c'est le ciment du couple? Parce que moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que si on n'a pas de relation, la communication, elle est moins fluide, en fait. J'ai l'impression que si on n'a pas... peut-être parce que j'ai la croyance encore que ça fait partie... L'intimité, elle peut être que partagée au travers de relations sexuelles. Mais du coup, j'ai la sensation que quand on a quelque chose ensemble, de team vraiment très intime, après, tout est plus léger dans mon environnement de couple, en tout cas. Ouais. Alors, je n'ai pas de réponse exacte, mais je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est vraiment cette sensation que on va construire cette intimité du couple par la sexualité. Ça veut dire que c'est là qu'on va arriver à se retrouver vraiment dans un lien intime qui fait que ça va tout d'un coup apaiser tout le reste. Mais ça veut dire qu'en réalité, là, je fais une hypothèse dans une situation qui pourrait être, c'est que la personne qui a le moins de désir, elle s'est dit « Ok, il faut que je mette quelque chose en place ». Et tout d'un coup, la personne qui a le plus de désir, si ce n'est pas mis en place, s'il n'y a pas une routine régulière de relations sexuelles, elle va avoir une frustration. Et cette frustration, en fait, c'est ça qui va mettre les tensions en général. Parce qu'en fait, la personne va faire des petits sous-entendus, des petites remarques qui ne vont pas du tout aider à l'autre à se réveiller. Tu vois, dans le côté réactif, le contexte, il n'est pas bon. Et du coup, elle ne va pas se remettre en question. Elle va dire, en fait, je vais la pousser jusqu'à ce qu'elle ait envie de le faire. Et puis, du coup, ça va rendre la relation un peu bancale aussi et erronée dans la communication qu'on aurait. Et là aussi, c'est difficile pour certains, là, je dirais en tout cas moi, dans ce que je vois au cabinet des hommes, à comprendre cette frustration, à se dire, en fait, cette frustration, elle m'appartient. Et comment je peux gérer cette frustration?
Les émotions, c'est vraiment comme un tunnel. Ça veut dire qu'on va les traverser. Elles sont peut-être agréables, parfois désagréables, mais c'est comme ça. Et du coup, après, est-ce que la frustration, j'arrive à la libérer dans autre chose, comme par exemple du sport, ou bien est-ce que cette frustration, elle est plus profonde? Et puis du coup, quelle blessure ça touche? Est-ce que je me sens rejetée? Est-ce que je me sens abandonnée? Est-ce que je trouve que c'est injuste? Puis là, c'est à la personne de travailler aussi là-dessus. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas qu'un des deux qui a... Non, Voilà. à chaque fois on revient dessus, mais c'est vrai que tu as raison, ça relève les blessures en fait, nos 5 blessures. Ouais. Et puis ça, c'est très important de aussi les identifier. Ouais. Et j'avais entendu et lu d'ailleurs qu'on se mettait en couple avec quelqu'un qui travaille une des blessures qu'on a Oui, les plus C'est importantes. vrai. Ouais. Donc en principe, voilà, c'est une parfaite clé pour travailler sur soi Exactement. quand on met le doigt Ouais. dessus. Et puis en même temps, tu vois, si tu veux, ce qui est facile avec la sexualité, c'est que c'est quelque chose de réel et de visible. Tu vois, quand on dit on a une mauvaise communication, c'est flou. On ne sait pas trop ce que c'est une mauvaise communication, une bonne communication. Oui, c'est Maintenant, vrai. quand tu dis j'ai pas de relation sexuelle, c'est quantifiable. tu Oui, vois. on peut mesurer C'est vraiment le rythme. Exact. Et du coup, c'est plus facile pour les gens de se dire, en fait, on n'a qu'à juste améliorer ça, se dire, voilà, on va le faire une fois chaque temps de temps, parce que on va pouvoir mesurer, et puis cette mesure, elle donne la qualité de notre relation de couple. En tout cas, de comment c'est cru dans la norme. Tu vois, d'où cette phrase de ciment du couple. Mais t'imagines la pression que ça met Oui, complètement. de se dire, en fait, c'est le ciment du couple. C'est terrible parce qu'au final, si on n'a pas ça, on part dans c'est pour ça que moi j'ai commencé à penser que c'était fini en fait, parce que il y a plus, donc en fait s'il y a plus de ciment, c'est que ça s'effrite. Ouais. Donc ciao. C'est ça, exactement. Ouais. Et comment on peut faire alors pour entretenir ou déconstruire ce mythe déjà, et puis ça c'est une autre question que tu répondras après, mais pour passer du canapé à la soirée, pour me mettre en action et m'habiller et me préparer. Alors déjà, hormis ce que je t'ai dit, les conseils par rapport à ces accélérateurs et ces freins, c'est peut-être se questionner aussi sur le contexte. Quel est le contexte qui est le plus favorable pour moi? Au niveau interne déjà, c'est clair que quand on a passé une journée complète de travail, qu'on a encore fait les devoirs avec les enfants, peut-être qu'au niveau interne, on n'est déjà pas au max. Peut-être qu'on aurait besoin de prendre une douche, de faire une petite balade, de faire une petite méditation, puis qu'après déjà, au niveau interne, on serait mieux. Puis après, c'est le contexte externe. Ça veut dire tout ce qui a trait à ce qui est autour de moi. Ça peut être au niveau de l'ambiance, ça peut être au niveau du lieu, ça peut être par rapport aussi à on minimise trop, mais aux pensées intrusives, à la charge mentale qui tourne dans notre tête. Et tout ça, on peut avoir un impact dessus. Là, les gens rigolent quand je dis ça, mais typiquement, pour les personnes qui ont des désirs réactifs, en termes de contexte, il suffirait, par exemple, que tu aies froid aux pieds, ça peut te couper l'envie d'avoir une relation sexuelle, même si tu es déjà parti. Parce que tout d'un coup, ton cerveau, il est focalisé sur autre chose, tu vois. Et là, l'ambiance, par exemple, c'est aussi l'approche. C'est clair que si ton conjoint il vient vers toi de manière très abrupte, mettre les mains aux fesses, quelque chose de très direct, peut-être que toi, ça te plaît. Puis à l'inverse, peut-être que d'autres personnes, ça va les bloquer. Ils auront besoin de quelque chose de plus sous-entendu. Un petit message dans la journée, des petits sous-entendus avec des petites photos, des choses comme ça, qui peut justement nourrir ton désir tout au long de la journée. Et puis après, ça peut être aussi au niveau, par exemple, de la chambre à coucher. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix, mais quand dans ta chambre à coucher, où tu as tes relations intimes, tu as peut-être toute la paperasse des factures à payer, ou bien plein de photos de tes enfants bébés sur le mur, c'est clair qu'en termes de contexte, ça n'aide pas forcément, parce que ton cerveau, il peut être vite happé sur autre chose. Éviter les photos des enfants. Oui, éviter les photos des enfants. J'en ai aussi, mais voilà. Je veux dire, c'est aussi il faut aussi créer comme un cocon. Et là, en général, ce que je conseille aux gens qui auraient tendance à avoir justement un peu ce cerveau qui part un peu dans tous les sens, c'est de se recentrer sur leurs sens. D'accord ? Moi, je travaille beaucoup avec ça au cabinet, sur les 5 sens. En général, je propose plutôt le sens du toucher parce que c'est celui qui est le plus facile à mettre en œuvre. C'est de se dire, OK, en fait, on ne peut pas empêcher les pensées parasites. Ce n'est pas possible. On en a toutes et tous tout le temps. Mais je peux en fait gruger un peu mon cerveau pour lui donner l'information que je me concentre sur autre chose. Ça veut dire, je suis dans la relation sexuelle, on part de l'idée le contexte a été bon, qu'on a eu envie d'y aller, d'accord, qu'on vient en réponse au plaisir dans ce désir actif. Et puis ensuite, je sens que d'un coup, je suis en train de partir ailleurs. Je me concentre sur la main de mon partenaire ou de ma partenaire. Est-ce que je sens toute la paume de sa main? Est-ce que sa paume de main, elle est chaude, elle est froide? Est-ce que je sens tous les doigts ou pas? Ou alors, à l'inverse, je me concentre sur ma main, sur sa peau. Est-ce que ma main est chaude ou froide? Est-ce que j'appuie un peu plus ou pas? Et du coup, en fait, c'est une manière de se reconnecter aussi au moment dans lequel on est. D'être en pleine conscience de ce qui se passe. Oui, exactement. Et comment on arrive? Parce que là, tu es dans le moment. Comment tu me fais passer de mon canapé à me lever? C'est une très, très bonne question. Et là, je vais prendre de nouveau une explication de cette Émilie Nagoski, dont je vous recommande vivement les 2 bouquins qu'elle a fait.
Elle explique un peu qu'on a tous et toutes une maison émotionnelle. D'accord ? Dans cette maison émotionnelle, il y a plusieurs pièces. Et il y a notamment cette pièce qu'elle appelle la pièce de la luxure, qui est la pièce de la séduction, l'érotisme, la sexualité. Et l'idée, c'est que les gens ils puissent comprendre comment je peux aller à cette pièce. Quelles sont les pièces qui sont autour ? Tu vois, il y a des pièces qui vont favoriser un petit peu le passage. Okay ? Par exemple, le jeu, par exemple, prendre soin de soi ou prendre soin de l'autre. Il peut y avoir aussi une notion qu'elle appelle la quête. Ça veut dire tout ce qui est en termes d'aventure, de construction, de choses qu'on fait ensemble. C'est-à-dire des projets qu'on partagerait en commun. Exactement, des projets qu'on partagerait en commun, des réalisations qu'on ferait. Et puis à l'inverse, il y a des pièces qui vont un petit peu freiner ce passage. Ça peut être la rage, la colère, la peur, le chagrin. Et là, l'abandon, tout ce qui peut ramener en fait à ces blessures aussi en quelque sorte. Et l'idée, c'est d'arriver de manière individuelle à construire sa maison. Il faut imaginer, par exemple, si on prend la pièce du soin, et là, elle donne cet exemple dans le livre aussi, une femme qui aurait passé toute sa journée à faire des tâches ménagères, à être dans la cuisine, à ranger la machine, à débarrasser la table, faire à manger, c'est difficile pour elle de tout d'un coup lâcher ça pour passer dans la pièce de la luxure. Et là, justement, dans le livre, elle prend l'exemple que la femme verbalise à son compagnon, viens me chercher en fait dans cette pièce, viens, aide-moi. À partir de la pièce. À partir de la pièce, ça veut dire aide-moi juste à ranger, à faire, voilà. Et ça va être propre à chacun. Il y a des femmes peut-être que justement qui seront sensibles à ça, de voir leur mari faire la cuisine ou ranger la table, passer un coup de patte, etc. Ça va aider à justement améliorer le contexte pour que leur désir réactif puisse naître. Et puis d'autres, ça peut être justement, une balade, une activité, tout d'un coup aller, dans des manèges, des choses comme ça, partager ce genre de côté ludique, ça va les aider. Et du coup, c'est arriver à comprendre qu'est-ce qui, pour moi, me fait passer dans cette pièce. Et du coup, la meilleure manière de se poser la question, c'est quelles sont les pièces qui sont autour. Et c'est vraiment ça, ce passage. Finalement, qu'est-ce qui, finalement, me donne envie d'aller à la fête ? Et c'est pour ça que ce qu'elle met dans son livre en avant, qui est, je pense, l'information essentielle que j'aimerais aussi dire aujourd'hui, c'est que l'unité de mesure, ça ne doit pas être la performance. Ça ne doit pas être le désir que je dois ressentir. Ça doit être le plaisir. Ouais, c'est pas la quantité par semaine ou tout ça. Est-ce que ça me fait plaisir de faire ça ? Et ça devrait être pour tous les aspects de la vie. Oui. Parce que là, avec la sexualité, on a cette épée de Damoclès un peu de performance et d'obligation de régularité. Mais quand on va manger au restaurant et puis que c'était pas bon, on retourne peut-être une deuxième fois en se disant il y a eu peut-être un couac avec le cuisinier, mais après on va plus y aller. Oui, mais là tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'en tant que femme, on a le droit et presque le devoir d'avoir du plaisir à ce moment-là. C'est ça, exactement. Ouais. On doit aller chercher, chacun est responsable de son propre plaisir et de son désir. Après, la connexion des deux, ça va partager les plaisirs et ça va faire décupler son propre plaisir, son propre désir. Mais à la base, on est responsable d'aller le chercher. Et du coup, moi, ce que je travaille en consultation avec les femmes qui viennent, c'est déjà cette notion de connexion émotionnelle, d'expliquer que justement, déjà leur expliquer qu'il y a plusieurs sortes de désirs, que le désir, il se nourrit aussi. Il se nourrit des moments qui ont été... Il y a une mémoire désirante dans notre corps. Il va se nourrir des moments qui étaient agréables, de la connexion émotionnelle qu'il y a eu pour avoir envie d'y retourner aussi. Cette notion d'apprentissage et ensuite de se dire, en fait, ça me motive à y aller parce que c'était agréable. Voilà. Ça va aussi se nourrir. Ça veut dire que, typiquement, là, tu vois, on prend l'exemple, si une femme, elle a des relations intimes alors qu'elle a des douleurs à la pénétration, puis qu'elle continue, au bout d'un moment, cette mémoire désirante, elle va se dire, non, mais mon Dieu, quelle horreur, je veux plus y aller, ça va me faire trop mal. Le corps, les gens, ils ont de la peine à écouter ça, à entendre ça, mais le corps, il va réagir au bout d'un moment. Si on ne l'écoute pas, il va de toute façon... oui, il y a une dissonance entre ta tête qui veut y aller par raison, par peur, et ton corps qui sait très bien que ça ne sera pas un moment agréable. En fait. Tout à fait. Donc là, c'est clair que là, il va faire, lui, le travail. C'est pour ça que souvent aussi, il y a ça se ferme, on a l'impression que c'est fermé, qu'il n'y a plus rien qui passe, etc., ou qu'on peut avoir d'autres problématiques. Mais alors là, quel conseil tu donnerais à ce genre de personnes, ou même qui n'ont pas de plaisir, puis qui ne savent pas, parce que peut-être qu'elles n'ont pas été éduquées aussi à ça. Quel conseil tu donnerais ? Alors, 2 choses, je dirais. La première, en général, quand les personnes elles viennent me voir, j'essaie toujours de voir si elles ont d'autres plaisirs dans leur quotidien, qui est par rapport avec la sexualité. Il y a des gens qui ont justement plein d'activités qui leur font super plaisir. Et du coup, là, ça me permet de les rassurer en disant, vous voyez, en fait, votre envie, elle est présente. Après, il y a d'autres personnes, selon aussi les histoires de vie ou des personnes qui pourraient être en dépression, etc., tout d'un coup, il n'y a plus rien. J'ai eu déjà des femmes qui ont dit, mais en fait, moi, je fais rien en dehors du travail. Après, quand je rentre, j'ai pas d'activité, je sors pas, j'ai pas forcément d'amis, etc. Du coup, là, on va retravailler sur la notion de plaisir de manière globale. Puis pour les personnes qui ont déjà du plaisir, je vais les questionner sur
qu'est-ce que vous aimez dans la relation sexuelle. Ça veut dire quel type de relation sexuelle j'ai envie d'avoir pour ressentir du plaisir. Et puis, voilà, ça peut être moi, en fait, ce que j'aime, j'aime pas la pénétration. J'aimerais bien des relations sans la pénétration. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, à l'inverse, j'adore la pénétration. Quand il n'y a pas, j'aime pas. Ou alors, moi, je préfère en fait quand on se caresse ou quand il me fait des massages d'abord. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup dans un désir réactif. Les petits massages avant, cette partie, j'aime pas préliminaire parce que ça veut dire que c'est avant quelque chose d'important et tout est important, mais c'est plus facile pour expliquer. Toute cette partie-là, c'est souvent des choses qui sont bien. Maintenant, c'est de rentrer là-dedans. Comme tu dis, ça, c'est compliqué. C'est pour ça que là, c'est plutôt le contexte. Réfléchir au contexte, à ces pièces qui sont autour de cette pièce de la sexualité. Et puis, comment, en fait, je peux aussi, et encore une fois, je le répète, pourquoi c'est important de venir en couple ? Parce que quand la personne elle a le moins de désir, c'est au mari ou à la partenaire féminine de mener la danse. Ouais. Ça veut dire, viens me chercher, en fait. Viens me chercher pour m'amener où tu as envie de m'amener. Donc, en fait, ça veut dire que ça se joue à deux et qu'on doit déconstruire un peu tout ce qu'on a appris. Ça veut dire que puis redéfinir, parce qu'avec les années qui passent, on ne peut pas dire « j'aimerais que ça revienne comme avant ». Non, c'est ça. Ça ne sera pas comme avant, de toute manière. Donc, comme tu l'as dit, il y a une part d'éducation à la sexualité aussi. Oui. Et quand c'est qu'on vient de voir ? Donc, à quel moment on doit se dire « allez, je vais aller voir Céline, parce que là, c'est trop tendu, on n'y arrivera pas ». Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de moment précis pour parler de sa sexualité, pour se questionner sur sa sexualité. Il y a des gens, par exemple, je sais, qui font des suivis régulièrement, même s'ils n'ont pas de problème, pour pouvoir, on en est où, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça nous convient, que ce soit avec un thérapeute de couple, avec un sexologue, pour justement se maintenir un peu, chaque 3 mois, deux fois par année, de faire comme ça. Après, c'est génial, parce qu'en fait, finalement, on est les deux en train de se remettre en question. Il y en a qui arrivent très bien à le faire seuls, il y en a qui viennent quand même en consultation. Ensuite, les gens qui viennent chez moi, c'est parce que c'est déjà presque trop tard, en quelque sorte. C'est déjà le sujet de tension principale dans le couple parce qu'il n'y a pas de sexualité. Et mon mari m'a dit que potentiellement il voulait aller voir ailleurs. Mon mari m'a dit qu'il ne pourrait pas rester comme ça. Alors là, je suis désolée de prendre cet exemple, mais c'est ce que j'entends. Mon mari m'a dit qu'il ne pourrait pas tenir comme ça, que ça pourrait être un motif de séparation. Donc, en fait, elles viennent... Dur, ça, hein. C'est dur parce qu'en fait, elles viennent pour elles. Et ça, c'est quelque chose que moi, je questionne beaucoup au départ. Parce que si elle vient que pour que son mari y reste, ça ne va pas fonctionner non plus. Il faut que l'intention qu'elle mette dans le travail, il soit aussi pour elle de base. Mais du coup, la pression déjà, de venir en se disant « je viens parce qu'on m'a donné un ultimatum, on m'a menacé », tu vois. Et donc, des fois aussi, les gens, ils ont tendance à attendre. Je me dis que si tout d'un coup, même dans le postpartum, tu te rends compte qu'en fait, ton désir, il n'est pas la même chose qu'avant, qu'il a fluctué, qu'il a changé, viens, on discute une ou deux fois, je te conseille des livres, je te conseille des podcasts, puis comme ça, tu peux te questionner là-dessus, partager aussi avec ton partenaire, et puis se questionner sur sa sexualité, c'est hyper important. Oui, puis d'avoir quelqu'un externe qui ne nous connaît pas, ça a la chance de pouvoir mettre d'avoir moins de tabous et de se sentir libre de parler de tout. Et puis normal, je suis sûre que je le fais pas, mais d'avoir des phrases toutes faites. Oui. De genre, mais si, t'as qu'à te forcer un peu, ça va aller. C'est horrible cette phrase. Oui. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que je dirais jamais. Oui. Donc, du coup, de pouvoir aussi légitimer le fait que, en fait, je comprends que vous n'ayez pas envie. Votre enfant, il a peut-être 12 ans, mais en fait, il a des difficultés à l'école. Vous avez une deuxième fille qui est TDAH, et puis vous n'arrivez pas à gérer. Vous avez des activités extrascolaires, plus vous travaillez à 60%. Oui, en fait, je comprends clairement que vous n'avez pas envie, que c'est en tout cas pas votre priorité. Oui. Maintenant, des fois, il y a des gens qui vivent ça mal aussi parce que ça leur manque. Et c'est pour ça que moi, je pars toujours par cette connexion émotionnelle d'abord. Se retrouver, en fait, dans le toucher. Oui. Et puis, pas minimiser les petits moments aussi. Je pense que c'est très important. Et je pense que c'est ça que moi, il me manquait, c'était ça. C'est cette connexion émotionnelle que tu ne sais plus comment mettre en place parce que tu es dans les reproches, dans la tension. Et que du coup, il faut avoir ce moment où, tu switches un petit coup, en fait. Exactement. Qu'est-ce que tu aimerais qu'elles retiennent, nos auditrices, mais bon, peut-être nos auditeurs aussi. Ce serait vraiment de pouvoir ralentir un peu, de ne pas hésiter à prendre le temps. Je sais que ce côté planification peut parfois faire peur, parce qu'on a tendance à dire « Ah, mais c'est pas très spontané, on devrait avoir envie », ça j'entends souvent aussi, on devrait avoir envie de faire l'amour comme ça, se surprendre, etc. Et là, je leur dis toujours « Mais au début de votre relation, quand vous n'habitiez pas ensemble, il n'y avait aucune surprise, il n'y avait pas de spontanéité. On savait qu'on avait rendez-vous à tel endroit. Et puis du coup, là, tu vois l'importance du contexte. En général, on se prépare, on veut se faire belle, on veut choisir une tenue qui soit un peu aguicheuse, mais pas trop, que ça soit qu'on lui plaise, etc. Donc du coup, il y a toute cette préparation qu'on a mis de côté après dans la routine du couple, parce qu'on habite ensemble, donc de toute façon, on se voit en pyjama, pas habillé, etc., dans toutes les tenues.
Et du coup, de ne pas hésiter justement à planifier pour se surprendre. Oui, mais tu as raison de relever ça. C'est vrai qu'au début, on pense que c'était magique, mais ça ne l'était pas, Non, en fait. En fait, c'était justement ce côté planification pour se surprendre. Ah, ben, je me demande où il va m'amener. Est-ce qu'on va... Ah, quel film on va aller voir au ciné. Ah, peut-être qu'on va se balader après, puis on va se tenir la main. Et puis, justement, de se surprendre et de ne pas minimiser ces petits moments. Ok. Il n'y a pas besoin, pour créer cette connexion émotionnelle, il n'y a pas besoin de passer uniquement par le côté sexuel. Déjà, les portes d'entrée de l'intimité, elles sont larges, entre l'érotisme, le côté sensuel. Et il y a aussi tout le reste, faire une petite balade ensemble. Bah, ça, c'est aussi quelque chose, des fois, j'entends. Ouais, mais on n'a pas beaucoup les moyens, on ne peut pas non plus aller beaucoup au resto. Et je le conçois complètement. Mais se balader ensemble, faire un jeu de société, regarder une vidéo. Ah, j'ai regardé une vidéo aujourd'hui qui m'a fait rire. Viens, on regarder un petit spectacle à la télé ou un film ensemble. Prendre une douche ensemble. Oui, tu as raison Toutes ces petites choses. de soulever qu'il n'y a pas nécessairement besoin de prendre une nounou ou bien d'organiser un truc très, très grand, en fait. Ouais. L'intimité peut se redécouvrir à travers C'est des ça. petits moments du Ouais, quotidien. pousser la table du salon et puis faire un pique-nique au milieu du salon avec des bougies. C'est quelque chose qui peut être fait assez facilement, Oui. en fait. Oui. Ouais. Mais qu'on ne va pas penser, parce que justement, encore une fois, et ça c'est propre à l'être humain de manière générale, quand on veut mettre quelque chose en place, on a l'impression qu'il faut que ça soit quelque chose d'incroyable. Oui. Ah, mais il faut qu'on se fasse un week-end, il faut qu'on aille dans un spa. Tout de suite, on veut quelque chose de grand. Puis quand on n'arrive pas à l'atteindre, automatiquement, on est quoi? On est déçu, on est frustré. Puis du coup, on se dit, bon, bah, la prochaine fois, je fais rien, en fait. Ouais. Alors que si on se dit, OK, bah, on essaye de faire un petit souper une fois par semaine un peu spécial, c'est l'un et l'autre à chacun son tour, tu vois. Ouais. Un petit Bah, pas, voilà. des petits pas, des petits pas. Des puis, petits pas, en fait, plein de petits pas. Ouais. Est-ce que tu aurais des recommandations lecture? J'ai entendu plusieurs livres. Bien pendant- sûr. Alors du coup, il y a 2 livres d'Émilie Nagoski qui sont super. Il y en a un qui s'appelle Jouir en cœur, qui est sorti dernièrement, qui est pour la sexualité du couple plutôt, où justement elle aborde toutes ces questions autour de la maison émotionnelle. Et puis son premier livre, c'était Je jouis comme je suis, qui est un livre sur la sexualité féminine, qui justement parle un peu plus de voilà, comment se redécouvrir dans son corps, qui parle aussi des désirs, qui est aussi hyper intéressant. Il y a plein d'autres livres aussi, mais ces 2-là, je dirais qu'ils sont quand même déjà pas mal complets. Après, il y a aussi, elle s'appelle Isabelle Filosa, qui est la fille de... Non, c'est pas Non. vrai. Non, Isabelle, je pense que tu parles C'est de sa ce- fille alors. Je Ouais, pense à ouais. sa fille, pardon. Pas de souci. Donc sa fille, Oui. j'ai plus son nom en tête, Pas de souci. mais elle est vraiment super aussi. Elle a aussi fait des livres sur l'intimité érotique, l'intimité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, qui sont super. Et puis il y a aussi une autre thérapeute qui s'appelle Esther Perel, qui est aussi une thérapeute assez connue pour le coup, pour la sexualité, qui a aussi fait des bouquins sur l'intelligence, l'intimité émotionnelle, qui est vraiment super. Ok, bah, merci beaucoup pour toutes ces... Bon, on les mettra en description. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à ton toi? Et bon, je pense que tu as dû passer par là aussi, vu que Oui. tu as dit que grâce à ta formation, tu avais compris. Ouais. Qu'est-ce que tu te dirais si tu avais ton toi en face je sais pas, il y avait combien de temps? Ça fait combien... Ouais, je dirais Il y a que... 10 ans, Ouais. 5 ans? Ouais. Je dirais sincèrement peut-être que va chercher les infos. Enfin, renseigne-toi, questionne-toi. Et questionne pas forcément que des gens autour de toi. Mais alors, à l'époque, je suis pas vieille, mais il y avait plutôt des blogs, des choses comme ça. J'aurais pu aller là-dessus. C'était les débuts un peu des réseaux sociaux, mais voilà. J'aurais pu justement aller questionner un peu, de pas hésiter même à suivre des petites formations. Il y a plein de formations justement sur l'intimité émotionnelle, sur le désir, qui sont ouvertes à toutes les personnes et pas qu'aux professionnels, à suivre un petit peu des choses comme ça, d'aller chercher les infos et pas de me dire, OK, tu as un problème, les autres, ils t'ont dit que tu avais un problème, alors Oui, puis renferme-toi et puis advienne que pourra, quoi. Ouais, puis force-toi un peu. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc je me dirais plus ça du tout. Je lui dirais, ne te force pas du tout. Il va comprendre si tu lui expliques comme Oui, il faut. ça aussi, c'est hyper important de libérer la parole. Puis s'il ne comprend pas, bon, ça, c'est son chemin à lui. Hein. C'est pas ça, à nous c'est ça. hein, de le sauver. Non, exactement. Ben, merci Céline pour Merci ce beaucoup, partage. Isaline. Et puis, je te dirai peut-être à bientôt, hein, je ne sais pas, vu que ça fait déjà le deuxième. Avec grand plaisir. Il y a plein d'autres sujets que j'aimerais parler avec toi, notamment, on a parlé du plaisir féminin. Oui. Donc, pour déconstruire aussi par rapport à ce tabou-là, parce que je pense qu'on fait partie d'une première génération où ça a été un petit peu soulevé, mais j'aimerais encore en parler plus. Avec grand plaisir. Alors, voilà, je te raccueillerai ici. Avec plaisir. Merci beaucoup, Isaline. Avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à commenter, comme je vous le dis à chaque fois, ou à partager. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir libérer la parole. Et puis, je vous dis à bientôt.